Bonsoir, chers Zitata. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je reçois aujourd'hui une femme qui cultive ses engagements et ses passions en toute discrétion. Après avoir formé les jeunes, elle se consacre désormais à nos aînés. Bonsoir, Marie-Louise Mostoran. Bonsoir, Jean-Marc Cromwell. Merci de m'accueillir ici. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors, vous êtes enseignante et chef d'établissement à la retraite. À la retraite, je le précise. Exactement. Et aujourd'hui, vous consacrez la majorité de votre temps à une association du Diamant qui s'appelle l'Éclat des Résignés. L'Éclat des Résignés. Effectivement, j'y consacre pas mal de temps, mais c'est vraiment avec plaisir, avec bonheur. Et c'est une façon de partager avec les personnes de ma ville, les personnes, enfin les citoyens tout simplement. Et je crois que j'ai toujours été très investie dans la vie associative, donc c'est une poursuite d'activité. Oui, mais même si vous êtes à la retraite, vous restez une femme active. Ah, j'y tiens, j'y tiens beaucoup, effectivement. Alors, on va retracer avec vous votre parcours. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté parce que vous n'aimez pas trop vous exposer. Je suis plutôt discrète de nature, effectivement, et puis moi, je ne suis pas une personne publique, on va dire. Mais on va voir quelques photos de vous et on va commencer par votre parcours familial, notamment avec Kimounouye. Marie-Louise Mostor, comment est-ce que vous présenteriez la femme que vous êtes? Alors, je suis d'abord née aux Trois-Îlets. J'y ai grandi. Et après, je suis allée habiter le Diamant. Donc, je suis ancrée un peu dans le sud de la Martinique. J'essaie d'être une personne ouverte aux autres, tout simplement, et puis engagée dans la vie de la société. Voilà. Alors, on va commencer ce Kimounouye avec, une fois n'est pas coutume, avec deux photos où on va vous voir en fait petite et plus âgée. Il y a un élément commun sur ces deux photos que je vous laisse expliquer, à part vous, bien sûr. Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai retrouvé ces photos avec beaucoup de plaisir. Elles étaient donc chez mes parents, aux Trois-Îlets. La première, j'étais très jeune, je ne sais même pas quel âge je pouvais avoir, toute rondelette, là. Je me souviens en tout cas, enfin, j'ai cru comprendre à travers d'autres photos que c'était une de mes tantes, une cousine à ma mère qui m'avait donc habillée en martiniquaise, comme on disait à l'époque. Et ça fait vraiment plaisir de voir que très jeune, finalement, dans la famille, bien, on était un peu concernés par la tradition, on va dire tout simplement. Sur l'autre photo, effectivement, je suis un peu plus âgée. Je me rends compte, ce qui m'a intéressée, c'est que sur l'une, je porte une tenue un peu plus de matador et sur l'autre, la grande robe. Et là aussi, là, je pense que j'avais moins de 10 ans par rapport à l'endroit où la photo a été tournée, mais on me voit un petit peu plus mature. Et là, vraiment, j'ai trouvé cette photo magnifique. Enfin, je le dis en toute simplicité. Et j'apprécie ces photos en noir et blanc qui sont vraiment bien conservées, qui sont de bonne qualité, qui vraiment nous font revivre des choses extraordinaires. Et on voit à travers ces deux photos déjà le goût que vous aviez, alors qui vous a été communiqué par d'autres. Qui m'a été transmis, en effet. Pour justement les robes traditionnelles. Mais en fait, je vois que je porte ma robe, je la mets à la taille, enfin, je suis assez à l'aise sur cette photo. Et c'est vrai que j'ai cultivé ce goût pour la tradition d'une manière générale. Hein. Les tenues vestimentaires, bien sûr, mais la tradition d'une manière générale. Quels souvenirs vous conservez de votre jeunesse, de votre enfance d'abord, et puis ensuite de votre adolescence? Alors, je disais qu'effectivement, je suis née aux Trois-Îlets. Je pense que j'ai vécu une enfance très heureuse. Mes parents étaient relativement modestes, mais très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Ça, c'était vraiment très important pour eux. J'ai un frère et une sœur. Je pense qu'on a été des enfants choyés, même si on n'était pas riches, mais avec des parents aimants, attentionnés, toujours impliqués dans notre éducation, comme je disais, et puis toujours à vouloir que nous réussissions à l'école. C'était la base. Voilà. On sait que l'éducation de l'époque était une éducation assez exigeante, parfois assez stricte. Assez stricte, Est-ce que c'était également votre cas avec votre frère et votre sœur? Tout à fait. Mon père était quelqu'un de très strict, effectivement. Il avait des principes très affirmés, des valeurs très affirmées. Il voulait vraiment pour lui, ce qui était important, c'était de réussir à l'école. Et il tenait vraiment beaucoup à s'impliquer lui-même dans notre scolarité. C'est lui qui
préparait les livres pour la rentrée, c'est lui qui allait voir les enseignants à l'école. Ma mère était plus en retrait, plus discrète, mais elle tenait beaucoup à ce que ses enfants soient bien éduqués, comme on dit. Et si je peux rajouter, Oui, ma mère bien m'a sûr. donné aussi beaucoup le goût de la lecture. C'est une personne qui aimait lire. Et elle m'a très tôt, elle m'a transmis ce goût de la lecture. J'avais toujours des livres, elle m'offrait toujours des livres en fait. Quel souvenir vous conservez de vos activités de l'époque? Vous avez parlé de la lecture à l'instant. Oui. Bon, la lecture n'était pas forcément un jeu, même si elle pouvait être distrayante. Quels étaient les jeux de l'époque? Alors, moi, j'étais une enfant, bon, plutôt, je restais beaucoup à la maison, donc je lisais beaucoup, j'aimais les poupées, donc je faisais des tenues pour mes poupées, je faisais de Tenues traditionnelles? Pas forcément, mais on fait des essais, on coupe, ça va pas, on recommence, etc. J'aimais bien ça. Et puis avec les enfants du quartier, mais on jouait beaucoup à l'extérieur, ça c'est clair, on jouait beaucoup à l'extérieur. À un certain moment, j'ai eu un vélo, donc avec une amie, on faisait beaucoup de vélo. Mais c'est vrai qu'on jouait dehors, mais on inventait les jeux. C'est-à-dire qu'on créait, je ne sais pas, à partir de rien du tout, une feuille de cocotier, et bien on glissait dans une pente. On faisait des petites cabanes, on jouait à la boutique, donc on prenait tout ce qu'il y avait dans la nature. Oui, avec les moyens du bord. Voilà, exactement. Mais on était vraiment très créatifs. Alors, vous l'avez dit, vous avez grandi aux Trois-Îlets. On va voir d'ailleurs une photo des Trois-Îlets. Je ne sais pas si tous les Martiniquais connaissent le nom des trois îlets, justement, qui ont donné leur nom à la commune. Sixtin, Thiéblou et puis Charles. Sixtin, Thiéblou et Charles. Voilà, ils ont effectivement donné leur nom à la commune. Alors, je précise que c'est une photo qui est tirée du site internet de la ville des Trois-Îlets. D'accord. Donc, effectivement, on voit le bourg, on voit la partie où rentrent les bateaux là, qui viennent de Fort-de-France. Ces trois petits îlets, ils sont très peu... Enfin, on n'y va pas tellement. À une époque, je sais que il y a des personnes qui faisaient de la chaux. C'était quand il y avait des conques de Lambie. Mais bon, c'est très loin. On peut y aller à la nage, c'est pas si loin de la côte, mais moi peut-être pas, mais mes amis d'enfance, enfin les garçons surtout faisaient ça, c'était un petit peu un challenge. Et puis il y a aussi l'îlet Mandoline qu'on ne voit pas sur cette photo, qu'on appelle nous le gros îlet, qui est plus important et sur lequel j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en canot à rame. Mes parents ne le savaient pas évidemment, mais cette ville, elle me tient beaucoup à cœur hein, parce que bon, elle a tout son passé historique avec l'église qui est un symbole de l'histoire de la ville. Et puis d'autres constructions qui sont encore comme l'hôpital, voilà, donc des constructions qui témoignent de passé assez important. Et vous y avez vécu jusqu'à l'âge adulte, au début de votre âge adulte en fait. Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à mon mariage, je suis partie de chez mes parents quand je me suis mariée. Donc, j'ai vécu aux Trois-Îlets, voilà, toute mon enfance, ma jeunesse, et puis jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler, on va dire. Alors, aujourd'hui, vous résidez au Diamant, mais les Trois-Îlets restent dans votre cœur et vous y allez régulièrement? Oui, bien sûr. Il y a encore, bien sûr, la maison de mes parents, j'ai des amis. Oui, Trois-Îlets restent profondément dans mon cœur. Et puis, Trois-Îlets, Diamant, c'est pas très loin non plus. Alors, j'habite le Diamant parce qu'en fait, ma mère est originaire du Diamant. J'ai découvert vraiment la ville du Diamant quand je suis allée. On va voir d'ailleurs une photo du Diamant, qui est une photo de votre collection personnelle. Oui, voilà. Donc, j'ai découvert le Diamant parce que j'étais allée y enseigner, j'étais encore institutrice. Mon premier poste était mon blanc diamant, comme par hasard, retour aux sources, on va dire. Alors, cette photo, je l'ai prise depuis donc, la place de l'église au Diamant. On y voit le rocher dans ce cercle qui fait partie d'un totem qui a été réalisé par une artiste du Diamant, Marianne Toula, qui est ma cousine d'ailleurs. Et ce totem, elle l'a réalisé à la demande du Conservatoire du Littoral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut poser son appareil photo. Donc, c'est un objet à la fois esthétique et utilitaire, et faire les photos du rocher. Et si on se met de l'autre côté, eh bien, on fait des photos du musée, enfin l'espace muséographique du Père David, qui est donc dans la ville du Diamant. Et donc, si vous voulez, ce totem fait que le musée et le rocher sont dans le même axe. Oui. Voilà. Et le Diamant, donc c'est donc votre commune, je dirais, de choix de vie. Tout à fait. Vous y avez travaillé, vous êtes marié également. Et non, je suis mariée aux Trois-Îlets. Ah, vous êtes mariée aux Trois-Îlets, oui, pardon. c'est pas grave. Mais oui, le Diamant, franchement, j'ai cette chance, cet honneur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé dans toutes les écoles du Diamant. J'ai travaillé à l'école de Mulane, qui était à un moment une école primaire. Il y en a qui l'oublient, parce qu'aujourd'hui, c'est une école maternelle. Donc, j'y ai travaillé, j'étais encore très jeune. J'ai fait un remplacement à l'école du Bourg, qui est une autre école primaire. J'ai eu mon premier poste d'institutrice à l'école de Morne-Blanc, petite école de quartier vraiment magnifique.
Et j'ai passé une grande partie de ma carrière donc, au collège du Diamant, puisqu'après, je suis devenue professeure de collège, professeure d'anglais. Et j'ai passé une bonne quinzaine d'années. Donc, la plupart des gens me connaissent comme ayant été enseignante au Collège du Diamant. Et puis, on va en parler aussi. Vous avez créé, il y a quelques années, une association, l'Éclat des Résiniers. Tout à fait. Notamment pour les seniors, pour les aînés du Diamant. Mais on va y revenir, tout à fait. dans la troisième partie de cette émission. Marie-Louise Mostor, il y a un événement qui s'est passé dans votre vie qui vous a beaucoup pesé et dont vous parlez aujourd'hui, dont vous acceptez de parler aujourd'hui, c'est le fait que vous n'ayez pas eu d'enfant. Tout à fait, et oui. Ça a été quelque chose de très douloureux. Ça a été très profond, très douloureux dans la mesure où ce ne sont pas des choses dont on parle vraiment, on fait sauf en cercle très fermé, très restreint, très privé. Ensuite, au fil du temps, on apprend à vivre avec, on apprend à surmonter, mais ça reste toujours profondément douloureux. Voilà. Maintenant, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'autres enfants. Voilà, ça, effectivement, qui ont grandi. On va voir d'ailleurs une photo de... Alors je parle de vos filleuls, en fait, vous avez beaucoup de filleuls. J'ai beaucoup de filleuls, j'ai cette chance aussi. Alors sur cette photo, on voit l'une d'elles dont je suis très proche, parce que je pense que depuis le ventre de sa mère, elle entendait ma voix. Donc maintenant, elle est adulte, elle est aussi elle-même mère de famille. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on était très complices et c'est une enfant qui est très... La photo est magnifique, en fait, je trouve. Et j'ai plusieurs filleuls, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai choisi quelques photos où on voit d'autres filleuls, mais bon, on va en voir d'autres. J'en ai pas mal, oui, voilà. Et le fait d'avoir beaucoup de filleuls, en fait, vous a un peu compensé, un peu seulement compensé l'absence d'enfants. On ne peut pas vraiment compenser. Mais surtout que j'ai eu beaucoup de filleuls avant de me rendre à l'évidence du fait que je n'aurais pas eu d'enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que ce sont des personnes auxquelles je suis restée attachée, bien sûr. Et puis, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Je tiens beaucoup aux relations d'amitié. Je suis très fidèle en amitié. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu que je sois la marraine, notamment de leur premier enfant. Donc, pour moi, c'est une joie, c'est un bonheur. C'est quelque chose que je leur renvoie parce que c'est un signe d'amitié profonde et d'affection. Même une personne dont je n'ai pas pu être la marraine de son enfant, mais pour moi, voilà, c'est comme si c'était le cas. Donc, c'est surtout, voilà, signe d'amitié profonde. Et on va voir un autre de vos filleuls avec un très bel uniforme et qui, lui, je crois, est de Sainte-Lucie. Alors, lui, il est né à Sainte-Lucie, il est Saint-Lucien. Aujourd'hui, il a 24 ans. Et bien sûr, il avait envoyé à sa marraine sa petite photo d'école. Quand très tôt, à Sainte-Lucie, il avait des enfants portant un uniforme. Il était déjà très décidé. Ça fait plaisir. Mais il a 24 ans aujourd'hui, on est toujours très proches. Donc là aussi, ça montre que j'ai des amis un petit peu en dehors de la Martinique, tout simplement. Et puis on voit une dernière photo avec 3 autres filleuls, mais je précise que vous en avez d'autres. Oui, tout à fait. 3 autres filleuls sur cette photo. Alors, je vous laisse les décrire. Oui, merci. Celle de gauche, donc le petit garçon, lui aussi, il a déjà la quarantaine aujourd'hui. C'est un adulte, mais c'est pareil, sa mère et moi, on a eu de très, très bonnes relations. Lui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très impliqué justement auprès de ses propres enfants, beaucoup travailleur. Celle qui est en haut, elle est guyanaise, parce que c'est pareil, sa mère, c'était une amie, mais de la Guyane. Et puis la photo d'en dessous, sa mère aussi, c'est l'une de mes meilleures amies, on se connaît depuis l'enfance. Et lui aussi, donc lui, il a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Et ça m'amuse parce qu'il a beaucoup d'humour. Quand je lui ai demandé si je pouvais montrer sa photo, il m'a dit « Pourquoi priver les téléspectateurs d'un si beau bébé ?» Donc voilà, il a beaucoup d'humour. Donc ces filleuls, pour moi, c'est comme, voilà, je ne dirais pas un échantillon, mais un petit bouquet que j'ai cueilli, on va dire, dans un champ un peu plus vaste composé d'autres filleuls, mais composé surtout de personnes avec lesquelles j'ai de très bonnes relations. Et parmi ces personnes qui font partie de mon jardin, on va dire, il y a aussi d'autres personnes que je considère comme étant mes enfants de cœur, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'on a développé des relations très proches. Et ça me fait penser justement au fait qu'on dise chez nous petit coûter grand, grand coûter petit. Ce sont des personnes avec lesquelles je partage beaucoup de confidences et dont je tiens compte des avis. Voilà, on peut être beaucoup plus jeune et avoir
voilà, des conseils à donner aux plus grands. Oui. Et, en toute Et on peut dire que vous humilité. avez été toute votre vie entourée d'enfants, puisque vous avez été enseignante et chef d'établissement. Donc vous avez aussi vu beaucoup d'autres enfants au quotidien. Oui, je crois que c'était ma vocation. J'ai voulu très très tôt être enseignante. C'était dès les premières années où je suis à l'école, je dis maman, je veux être maîtresse. Donc j'ai été enseignante pendant 6 ans de le primaire. Ensuite, donc j'ai passé des concours différents qui m'ont amenée donc en collège. Et j'ai fini ma carrière en tant que chef d'établissement. Voilà. On va en parler dans un petit moment. Oui. Une de vos passions, Marie-Louise Mostor, ce sont les voyages. Oui. Et on va voir une photo qui est importante parce que c'est la photo de votre premier voyage en fait hors de Martinique. Il y a toujours un début. Oui. Il y a un début à tout. Donc on va voir cette photo où vous remettez en fait un présent à... Voilà. Alors cette photo aussi, je l'ai retrouvée chez mes parents. J'étais très heureuse parce que je pense que je l'avais en quelque part oubliée. J'avais un petit costume de Martiniquaise encore. Donc, en fait, le monsieur qui est à droite, qui porte la cravate, était un enseignant d'histoire et géographie donc, ici en Martinique. Et chaque année, il amenait des enfants dans l'Hexagone, en France, en voyage pour découvrir la France. Et là, donc, je remettais un cadeau, une bouteille de rhum, oui, certainement, au maire d'une ville qui nous avait accueillis. Parce que dans ce voyage, on allait de ville en ville, enfin, sur un parcours qu'il avait déterminé. On était accueillis par les villes qui le voulaient, qui nous offraient une collation, enfin, voilà. On était accueillis dans les familles également. Et ça, c'est très formateur. Et je crois que j'en ai tiré beaucoup parce que même en ayant passé 1 mois et demi, presque 2 mois, loin de ma famille, loin de mes parents, c'était la première fois. J'ai pleuré souvent, bien sûr, mais ça m'a beaucoup formée. Ça m'a donné le goût des voyages, ça m'a donné peut-être aussi l'envie d'emmener d'autres jeunes, c'est ce qui s'est passé par la suite, d'emmener d'autres jeunes en voyage. Et là, donc, c'était en France hexagonale, mais bien entendu, par la suite, vous avez eu la chance de découvrir un certain nombre d'autres pays. On va voir, pour finir cette rubrique Kimounouye, 2 autres photos, dont une qui, pour vous, est très symbolique et très significative. Tout à fait. C'est celle de Gorée, où on vous voit un peu à contre-jour. Oui, parce qu'en fait, la photo a été prise dans cette fameuse porte du non-retour. Je suis allée donc en Afrique en février 2020, juste avant la pandémie. J'ai eu cette chance de pouvoir aller à Dakar, enfin au Sénégal. Et forcément, Gorée, c'est incontournable. Mais pourquoi j'ai tenu à cette photo, c'est parce que maintenant on dit, voilà, Gorée, c'est devenu touristique, c'est vrai qu'il y a des visites organisées, il y a un guide, il y a quelqu'un qui explique tout ce qui s'est passé dans cette maison des esclaves. Il n'en demeure pas moins que c'est prenant, c'est vraiment poignant. Oui, parce que la plupart d'entre nous sont issus de personnes qui sont parties de Gorée. C'est ça que j'ai gardé. Je me suis dit, mais s'il y a tant de personnes qui sont pas, après avoir subi des atrocités, qui sont passées par cette porte, qui sont arrivées donc aux Antilles, nous en sommes les descendants. Ça veut dire qu'en quelque part, dans nos gènes, je suis convaincue que dans nos gènes, il y a cette force, cette capacité de résistance qui aujourd'hui devient justement une capacité de résilience et que nous sommes forts de cela. Je suis convaincue que nous avons en nous cette force, cette résistance. Et vous avez ressenti cette puissance sur place? Oui, je crois que j'étais assez surprise moi-même parce qu'il y avait beaucoup de monde. On connaît un petit peu, on sait ce qui s'est passé, mais quand on se retrouve sur place, j'étais à ce moment-là avec une amie guadeloupéenne, on a fait toute la visite, on a fait des photos, on a écouté des explications et tout. Puis à un moment, on s'est arrêté et on s'est regardé, elle et moi, sans rien dire, et toutes les deux, nous avons eu des larmes qui ont coulé, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Surtout nous sommes antillais, donc on ne peut pas rester insensible. Ça m'a beaucoup marqué comme voyage, vraiment. Alors l'autre photo est un peu moins symbolique, mais elle est très belle aussi, et c'est une photo de Corse. Alors c'est une photo, je suis allée récemment au mois de juin en Corse. Je l'ai choisie parce que, bon, elle ressemble un petit peu à chez nous, donc là on est un petit peu hors de la ville d'Ajaccio. Et voilà, je me suis sentie un peu comme chez moi. C'est vrai que la Corse, j'ai découvert. Il y a une petite femme couchée qui rappelle un peu le diamant. Bon, c'est pas tout à fait la femme couchée, mais bon, mais voilà. La plage, le paysage un peu sec. Mais surtout que, bon, en Corse, on a fait un voyage Bastia-Ajaccio en train. Et là, on voit que ce n'est pas les mêmes dimensions que la Martinique, c'est beaucoup plus grand. On est passé à travers on fait sur des flancs de montagne, sur des aqueducs où on voit d'un côté il y a le vide et de l'autre côté il y a aussi le vide. C'est vraiment une autre dimension, mais c'est passionnant la Corse. Chaque voyage pour vous a été une expérience différente. Moi, je crois que c'est le but des voyages, c'est d'aller découvrir, d'aller voir ce qu'il y a. Ce que j'aime, c'est qu'à la fois,
quand on voit, enfin, dans mes voyages, je me suis retrouvée à la fois étant un peu moi-même et un peu aussi amenée à découvrir les autres. Toujours. Il y a toujours cette dimension. On se retrouve dans les personnes qu'on rencontre. Et puis, il y a ce côté dépaysement, ouverture, échange, contact. Ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Vous avez quasiment visité tous les continents? Pas tous. Pas tous, quand même, j'aimerais bien. Peut-être pas l'Asie? Non, pas l'Asie du tout, pas du tout. Je suis allée dans toute la Caraïbe, j'y tiens parce que bon, j'enseignais l'anglais, donc c'était aussi une manière de pratiquer la langue. Les petites Antilles, les grandes Antilles, bon, Cuba, Trinidad et Tobago, etc. Je suis allée quelques fois aussi aux États-Unis. Je suis allée au Canada. Montréal m'a fascinée aussi comme ville. J'ai surtout fait les chutes du Niagara. Alors ça aussi, c'est comme... c'est inoubliable. Quand on est au bord des chutes, on se dit c'est pas possible, mais c'est immense, c'est prenant. Et moi, j'ai eu une espèce de sensation de vertige. Je me suis dit à un moment, mais si je suis emportée par toutes ces eaux-là, on ne me retrouve plus, c'est fini, je n'existe plus. Donc voilà, j'aime ce côté un peu... c'est pour ça que j'aime les grands espaces. Et les chutes du Niagara, ça m'a beaucoup marqué comme voyage. Après, j'ai fait quelques voyages aussi en Europe, forcément. En Angleterre, parce que j'y ai emmené mes élèves, on va peut-être en reparler. En Espagne aussi, avec des élèves à l'époque où je travaillais en France. Et puis bon, l'Afrique, oui. Donc il vous reste encore l'Asie et l'Océanie, certainement. Australie, Nouvelle-Zélande, etc. J'ai envie de retourner en Scandinavie, en fait, parce que je suis allée très peu de jours à Stockholm, et pareil, ces grandes forêts, tout ça, ça me fascine, ça m'attire. Voilà. Alors on arrive à la deuxième rubrique de cette émission, Marie-Louise Mostor, Martinique, et on va voir qu'on démarre aussi par un voyage. D'abord, un petit mot avant de voir cette photo où vous prépariez un voyage pour vos élèves. Un petit mot sur la Martinique telle que vous la vivez aujourd'hui. Comment est-ce que vous ressentez le territoire, le pays? Au point de vue humain, globalement, oui, tout à fait. On a connu des périodes un peu tourmentées. Tout à fait. Une île de beaucoup de paradoxes, je trouve, parce qu'on est sur une petite surface, une petite île avec un potentiel extraordinaire. Justement, j'ai appris récemment que, peut-être je passe à un autre sujet, mais en matière de plantes médicinales, j'ai entendu M. Nossin dire qu'on avait plus de 4000 espèces sur cette petite île, une petite superficie comme celle-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a un potentiel extraordinaire. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment conscients de cela, peut-être que nous ne sommes pas suffisamment ancrés, je trouve. Enfin, c'est mon ressenti. Ces dernières années, je trouve, par exemple, qu'on n'a pas suffisamment pris conscience du respect de la nature. On a encore trop de déchets sur les routes, ça me rend malade. Je ne supporte pas. Je trouve qu'on ne valorise pas assez déjà notre espace naturel et que justement, on n'en prend pas suffisamment soin. On dit PIA, c'est à nous, mais en fait, bon, il y a quand même des choses de base on pourrait faire beaucoup mieux. D'autant que l'île est très étroite et que forcément, ça se voit et ça se répercute. Ça se voit. On voit sur les plages qui rétrécissent, ça se voit. En l'espace d'une génération, on voit les différences. Donc, ça devrait vraiment nous interpeller. Alors, on va voir une première photo dans cette rubrique Martinique. Alors, le paradoxe, c'est qu'on voit une photo qui n'est pas de Martinique, mais lors de laquelle vous prépariez en fait un voyage pour vos élèves de l'époque, parce que vous étiez professeur d'anglais. J'étais professeur d'anglais, donc au collège Et cette photo a été prise en Angleterre. En Angleterre, voilà. C'est-à-dire qu'avant d'emmener mes élèves, j'avais fait un projet de voyage en Grande-Bretagne. Et avant d'emmener les élèves, j'étais un peu soucieuse de savoir ce que j'allais faire précisément. Donc, l'opportunité s'est présentée. J'étais en France et je suis allée donc en Angleterre. Je suis allée voir un petit peu les espaces où je devais emmener mes élèves. Et j'ai été très surprise par ce site qui est un site préhistorique que j'ai découvert. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et donc le site de Stonehenge, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, tout à fait. Et c'est un site préhistorique, je le disais, avec des menhirs qui sont disposés d'une certaine façon. Il semblerait qu'il y ait des significations sacrées, mais on n'a pas tout décrypté en fait. Donc c'est un site qui a encore un côté mystérieux, de choses à découvrir. Et vous avez pu réaliser par la suite ce voyage avec vos élèves? Oui, tout à fait. Donc ça a demandé beaucoup de temps et d'énergie forcément. Mais voilà, avec d'autres collègues bien entendu, on a emmené environ 25 élèves de classe de 3e, de classes différentes, pendant un séjour de 2 semaines en Grande-Bretagne, parce qu'on a fait bien sûr Londres, mais aussi Stratford, la ville de Shakespeare, les bains romains, on est allé même au Pays de Galles.
Et les élèves ont eu l'occasion d'ailleurs de descendre dans un ancien puits de charbon. Donc vraiment quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce que vous retenez, Marie-Louise Mostor, de vos années d'enseignement et ensuite de chef d'établissement? Alors, qu'est-ce que je retiens? Je crois que j'ai vécu... j'aime les jeunes, j'ai toujours aimé les jeunes et je me suis épanouie dans ce métier. Vraiment, je me suis vraiment épanouie dans ce métier d'enseignante. La transmission, l'accompagnement? L'accompagnement, l'écoute, la volonté de faire avancer, de faire progresser les jeunes, mais en partant de ce qu'ils sont, parce qu'en fait, on enseigne, mais c'est le jeune qui grandit, qui se développe et qui progresse. Beaucoup de surprises dans ce métier. On est toujours étonné de voir ce qu'un jeune est capable de réaliser, comment on peut l'aider à grandir, etc. Donc, mon expérience d'enseignante, c'est surtout ça. C'est une expérience de vie, d'échange, parce que, comme je disais tout à l'heure, on enseigne, mais on apprend aussi des jeunes, donc il y a toujours un échange. Ouais. On a des échanges aussi très marqués avec les familles, parce qu'un jeune ne peut pas être coupé de sa famille. Et puis, bon, après, en tant que chef d'établissement, c'était plutôt une espèce de challenge, de défi, de volonté d'aller plus loin, de faire autre chose. Et c'est particulièrement prenant aussi, mais bon, j'ai beaucoup apprécié. J'ai travaillé donc 4 ans dans l'Hexagone, donc en Indre-et-Loire. J'ai travaillé ensuite 5 ans au Collège Trianon du François et j'ai fini ma carrière au Collège de Sainte-Luce, où là, j'étais vraiment chef d'établissement. Précédemment, j'étais adjointe au chef d'établissement. Donc, 10 ans de personnel de direction, du travail, mais de très, très belles expériences. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes à la retraite. Oui. Et une de vos passions, c'est la nature. On va voir une photo où vous êtes effectivement en randonnée. Ce rapport, cette relation à la nature, il est très important aussi dans votre vie. Oui, je pense qu'elle dure depuis longtemps parce que j'ai toujours aimé marcher, enfin faire des randonnées. J'aime beaucoup la mer, forcément, j'ai 2-3 îlets. Hein. J'aime les grands espaces. Et bon, là, on voit effectivement les sous-bois du littoral du Diamant. C'est un parcours qu'on peut faire depuis le port de pêche de Taupinière jusqu'au bout et qui peut se poursuivre jusqu'aux fameuses statues du Cap 110. Oui. Donc le Diamant, le littoral est magnifique. J'invite tout le monde à y aller, forcément. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on se ressource forcément. De toute façon, pour moi, l'être humain fait partie de la nature. On ne peut pas être complètement vivre en marge de la nature. C'est là qu'on se ressource, qu'on se fait du bien, qu'on s'épanouit, qu'on se détend, enfin, il y a tout. Et malheureusement, on en parlait au tout début de cette rubrique, effectivement, on ne préserve pas suffisamment cette nature. On va avoir une photo de notre littoral, et vous êtes très, très préoccupé en fait par le manque de respect parfois qu'on a de notre littoral. Oui, je pense qu'on devrait être beaucoup plus conscient, parce qu'on est sur une île, forcément. Et comme je le disais tout à l'heure, on a déjà constaté que certaines plages se réduisent. Et puis, bon, la mer, aussi, ça fait partie de nous. On s'y ressource, on s'y retrouve, ça nous fait du bien. Donc, pourquoi, voilà, jeter des choses, du plastique notamment, tout ça, ça interpelle. Ça interpelle énormément. Et je crois que c'est tout un réapprentissage qu'il faut faire, du plus jeune au plus âgé, pour qu'on soit vraiment conscient qu'il faut respecter la nature dans laquelle on vit. Puis vous en parliez aussi, il y a cette érosion côtière, cette érosion du littoral qui fait que le Diamant est également concerné. Quasiment toute la Martinique, en fait, où on voit bien combien la mer rogne sur les côtes. Voilà, sur les côtes, exactement. Et on se demande voilà, jusqu'où ça peut aller. Mais c'est vrai que les scientifiques se penchent sur la question et je pense qu'il y aura des solutions qui vont émerger. Mais il faut vraiment une volonté de tous. De tous. On va évoquer un de vos coups de cœur sur la photo suivante. C'est une ferme qui se trouve au Diamant, la ferme d'Ancinel. Je vous laisse nous la présenter. Alors, c'est vrai que quand on parle du Diamant, on voit la belle plage immense qui fait presque 3 km d'ailleurs, le rocher, c'est sûr que... Mais il faut penser aussi qu'à l'intérieur des terres, sur les hauteurs, il y a des coins extraordinaires. Alors ici, c'est une ferme qui est quartier Ancinel, donc quartier Morne-Blanc et Ancinel, c'est assez en hauteur au Diamant. C'est une ferme dans laquelle, au départ, il y a un élevage, pour l'instant, il y a un élevage de porcs. Je ne vais pas citer parce que c'est connu. Et puis, pour moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'on se retrouve justement dans la nature, dans un coin calme,
on se fait du bien. Puis, voilà, Avec des oiseaux. avec des oiseaux, de la volaille en liberté. Ces pans qui sont magnifiques et qui ne se laissent pas toujours photographier d'ailleurs. Mais voilà, on a cette possibilité en allant un peu plus loin, à quelques kilomètres, de se retrouver dans un cadre complètement différent. D'ailleurs, là, on est entre Toisillet et Diamant aussi. Hein. Et je crois que ces hauteurs du Diamant, vous les appréciez particulièrement. J'ai découvert, parce que bon, j'habite le quartier Morne-Blanc, ça c'est le quartier d'origine de ma mère. Et puis j'aime bien aller par exemple au Morne-Constant, où là aussi on est très très en hauteur, on découvre toute une grande partie de l'île. Il y a d'autres points comme ça, d'autres mornes au Diamant, qui sont vraiment... Où il y a d'ailleurs une forêt avec des espèces endémiques. Donc voilà, un potentiel extraordinaire, comme je disais. Nous sommes dans un pays magnifique. Et puis on reste dans le registre de la nature, puisque vous êtes aussi une amoureuse des fleurs. Ah oui. Et on va voir une très belle orchidée que les amateurs d'orchidées doivent reconnaître. Tout à fait, le fameux berceau de Moïse. Alors, cette fleur, je l'aime beaucoup. J'ai plein de photos de cette fleur, photos que j'ai prises chez moi. Hein. C'est quelqu'un qui m'avait donné juste une fleur qui devait s'ouvrir au cours d'une nuit. Il y avait une feuille à côté et la feuille, je l'ai plantée et maintenant j'ai la plante à la maison. Ce que j'apprécie, c'est bien sûr la beauté de cette fleur. C'est une beauté extraordinaire. C'est incroyable qu'on puisse avoir dans la nature quelque chose d'aussi délicat, fin, vraiment fignolé, et puis avec une senteur particulière qui se dégage quand elle s'ouvre, cette fleur. Et voilà, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle particulièrement, c'est que c'est une fleur d'une nuit. Donc une fleur éphémère. Éphémère. Alors, elle développe toute une énergie à se construire, voilà. Elle s'ouvre le soir au coucher du soleil et continue à s'ouvrir toute la nuit. On peut d'ailleurs rater cette beauté. Et le lendemain, elle est fermée. Donc, pour moi, c'est un symbole. C'est le symbole de la vie. Voilà, tout ce qu'on déploie comme énergie, comme créativité, c'est unique. Mais voilà, ça se referme. Et vous n'aimez pas que les orchidées, vous aimez les fleurs en général? J'aime les fleurs en général, surtout celles qu'on trouve dans la nature, à l'état sauvage, on va dire. Oui, j'aime beaucoup les hibiscus aussi. Enfin, j'aime bien mon petit jardin avec mes fleurs. J'aime surtout ce qu'on découvre comme ça dans la nature. Et quand on marche, justement, on voit qu'il y a énormément de fleurs. Ça pousse tout seul, c'est magnifique. En fait. Alors, on va le voir dans un instant. Vous avez beaucoup d'activités dans le cadre de votre retraite. Mais est-ce que vous avez justement le temps de véritablement profiter de cette nature? Déjà chez moi, mon petit coin de jardin, voilà, tous les matins, je me lève, je regarde mes plantes si elles sont bien, si elles vont bien, et c'est déjà ça. Après, oui, j'essaie de prendre le temps quand même, de marcher un petit peu bien sur la plage, dans les sous-bois, en hauteur, oui, vraiment. Sinon, voilà, on ne se retrouve plus, quoi, c'est clair. On arrive à la dernière rubrique de cette émission, politique, mais on ne va pas parler forcément que de politique. D'accord. On va quand même commencer, Marie-Louise Mostor, avec une photo de politique, pour le coup, où on vous voit avec le nouveau maire du Diamant, Hugues Toussé. Hugues Toussé. Oui, donc c'était le jour de son investiture. Donc voilà, j'ai fait partie de son équipe en fin de liste, parce que donc, je ne suis pas conseillère municipale, parce qu'il y en a qui croient que je le suis, mais ce n'est pas le cas. Bon, c'est bien sûr quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, donc j'ai mené campagne avec lui, c'est très prenant aussi, mais c'est une façon d'être engagé dans la ville dans laquelle je vis, tout simplement. Et mon engagement, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, il date déjà de plusieurs années, il se poursuit sous différentes formes. Il faut dire que mon père était conseiller municipal, adjoint au maire, aux Trois-Îlets, à l'époque, avec M. Rivetti. Donc, même si je ne suis pas engagée dans la politique, je suis engagée j'essaie en tout cas d'être engagée dans la vie de ma ville. Voilà. C'est surtout ça. Vous considérez que c'est un véritable sacerdoce aujourd'hui que de faire de la politique, que de s'impliquer en politique? Je pense, oui. Je pense, effectivement. Il faut des gens... Mais dans cette équipe, justement, avec laquelle j'ai travaillé, j'ai un petit peu encouragé des personnes plus jeunes à s'investir parce que chacun a quelque chose à apporter et forcément, c'est un travail d'équipe. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut des hommes, mais aussi beaucoup de femmes impliquées dans la vie de la cité. Moi, c'est ce que je retiens de la politique. Alors, vous votre engagement dans la vie de la cité, vos engagements, on verra qu'il y en a plusieurs. Et le premier, ça a été en quelque sorte le scoutisme.
On va avoir la photo d'un jamboree, un rassemblement de scouts et de guides de France, puisqu'on va voir qu'il y a le scoutisme et puis le guidisme, je crois, c'est ça? Oui, alors donc j'étais impliquée dans ce qu'on appelle le guidisme. Enfin, l'association s'appelait les Guides de France, région Martinique. Et il existe un mouvement de scoutisme, en tout cas français. À l'époque, il y avait une association de guides donc qui n'accueillait que les filles, une association de scouts qui n'accueillait que les garçons, et une association d'éclaireurs et éclaireuses qui était laïque, donc il y avait filles et garçons. Entre-temps, scouts et guides ont fusionné. Donc, bon, les choses ont un peu évolué, forcément. Donc là, on était, je pense, en 1998, un jamboree qui célébrait donc, les 70 ans du guidisme à la Martinique. Donc le jamboree, c'est un rassemblement de scouts de plusieurs pays. De plusieurs pays, voilà, c'est un rassemblement international. Et donc, on avait beaucoup de jeunes de la Caraïbe. Voilà, on a eu beaucoup de contacts avec la Caraïbe, beaucoup d'échanges, parce que elle nous invitait chez elle, nous, on les invitait chez nous. Et à cette occasion, vous voyez, c'était la montée des couleurs. Donc, forcément, on avait les drapeaux des différents pays qui étaient représentés. Au premier plan, on voit aussi les anciens du guidisme et du scoutisme, parce qu'ils étaient aussi regroupés en association. Et ça, vraiment, c'est sur les hauteurs du Carbet. Et c'est toute une école, le scoutisme, c'est toute une école. Une école de la vie. Véritablement. Moins exigeante, moins rigoureuse que l'armée, que le service militaire pour les hommes. J'en ai pas fait, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une vraie école de vie. Tout à fait. D'ailleurs, celui qui a fondé le scoutisme, Baden-Powell, qui est un général enfin, militaire anglais, pas le musicien du Pas le musicien brésilien, oui, voilà. tout à fait. Donc, il était quand même militaire. Donc, au départ, ce qu'il a voulu faire, c'était les principes de base de l'armée, la discipline, l'organisation, la rigueur. Ces valeurs-là, il les a transposées dans un mouvement de jeunesse. Il fallait pour lui apprendre aux jeunes. C'était au début de la création des grandes villes. Donc, pour lui, il fallait apprendre aux jeunes à se retrouver dans la nature et leur inculquer justement des valeurs. Et franchement, ce sont des valeurs de vie. Leur apprendre notamment la débrouillardise, le système D, en quelque sorte. La débrouillardise, mais aussi le respect des autres. Oui. Et le travail, savoir-vivre en équipe, et puis bien sûr savoir-vivre dans la nature. Alors on va voir justement sur la photo suivante un exemple de ce que ces jeunes pouvaient apprendre à cette époque. L'une des bases des méthodes scouts, bien sûr, c'est le camp, c'est faire pratiquer le campisme. Et là, avec les jeunes du Diamant, on était en train de monter une tente pour camper pendant quelques jours. Donc ça, je l'ai fait très très souvent, j'aimais ça. Donc installer des tentes pour camper, là aussi c'est un apprentissage. Travail d'équipe, ça se voit un petit peu sur la photo. C'est très symbolique cette photo. Et puis vivre justement un peu dépouillé de ce qu'on a à la maison, de toutes les facilités qu'on a à la maison. Donc quand on est au camp, on fait la cuisine sur feu de bois, on va chercher l'eau, on s'organise de manière un petit peu rudimentaire et c'est très formateur. Et vous faisiez partie du staff, en fait, ce qu'on appelle le staff, les responsables en fait, qui encadraient ces jeunes. Voilà, donc au Diamant, j'avais une équipe avec d'autres responsables. Au niveau départemental, je faisais partie aussi de l'équipe départementale en Martinique. Et, on va voir une photo d'ailleurs du staff du Diamant. Il n'y avait que des femmes, puisque c'était les guides de France, donc uniquement féminins. Uniquement. Donc nous étions des femmes. Ça fait plaisir de revoir cette photo qui date déjà. Mais donc nous étions 6 femmes à encadrer les jeunes du Diamant. Donc c'était un groupe que j'avais monté progressivement. Et ces personnes m'avaient rejointe pour pouvoir faire avancer le guidisme au Diamant. Donc là, on voit des personnes justement avec lesquelles j'ai gardé des liens d'amitié très forts. Je me rends compte que parmi elles, il y en a quand même 3 sur 6 qui sont actuellement conseillères municipales au Diamant. Donc l'engagement, voilà, c'est ça. L'engagement, il est de taille quand même. Hein. Quand on pratique ce genre d'activité, on s'engage à fond et progressivement, on se donne aux autres. C'est quand même pas mal. Et qu'est-ce que ça exigeait? Parce que vous enseigniez en fait à ce moment-là, vous appreniez à ce moment-là aux jeunes toutes les valeurs de la vie. Donc ça veut dire que vous avez vous-même aussi ce rôle d'exemple et de... J'en ai gardé d'une part le sens de l'engagement. C'est clair que quand on s'engage, on ne peut pas dire oui aujourd'hui et non demain. On s'engage et même si c'est difficile, même si c'est rigoureux, quand on a ce sens, c'est une valeur. J'en ai gardé aussi le sens de la vie en équipe, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on a travaillé beaucoup en équipe. Ça m'a aidé beaucoup dans ma vie professionnelle. Parce que, enseignant, on est un petit peu...
ça arrive qu'on travaille dans son coin, mais c'est aussi surtout très enrichissant de travailler en équipe. Et en tant que personnel de direction, c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé en équipe. Et pour moi, c'est une valeur très forte. Le scoutisme apprend aussi à se respecter soi et respecter les autres. C'est comme ça aussi, c'est de taille, hein, c'est pas négligeable du tout. Bon, c'est vrai que nous étions aussi des catholiques, donc un engagement dans l'Église catholique qui n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, tout ça, c'est une façon de vivre, c'est une école, voilà, c'est formateur et on devient un adulte avec des valeurs particulières qui rejoignent forcément les valeurs que nos parents nous ont enseignées, c'est clair. Le respect du travail, le sens du travail, le respect des autres, etc. Ça rejoint l'éducation que j'ai reçue. Et vous avez également apporté à cette équipe et à vos jeunes guides de France le goût pour les traditions martiniquaises, le goût pour ce fameux costume traditionnel dont on parlait au tout début. Tout à fait, tout se rejoint. Voilà, tout à fait. Oui, en fait, c'était surtout le goût des traditions, du patrimoine. Au Diamant, nous avons justement une dame qui s'appelle Madame Atti, qui est très connue au Diamant. C'est une personne qui a porté le costume traditionnel. Elle allait chaque dimanche à la messe avec sa grande robe, sa chaudière, quelquefois chaque dimanche une robe différente qu'elle confectionnait elle-même. D'ailleurs, la robe que je porte, c'est elle qui l'a réalisée. Mais c'est surtout qu'elle connaissait les différents costumes. Et quand j'étais allée la voir, j'en avais parlé avec elle. Donc j'ai emmené tous ces jeunes pour qu'elle leur montre, qu'elle leur explique, qu'elle leur montre. Et donc, elle les avait toutes habillées dans une tenue différente, donc tenue d'intérieur, grande robe, gaule, etc. Et elle leur avait expliqué, c'est ça qui était intéressant, cet échange entre cette personne et ces jeunes qui, voilà, découvraient une partie de notre patrimoine. Et ça a donné lieu d'ailleurs après une émission télévisée, enfin une belle aventure également. Vous avez quitté le guidisme, en l'occurrence, il y a combien de temps ? Oh, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas le dire. Ça a été et vous vous y êtes consacré une bonne partie de votre vie. Une grande partie de ma vie, oui, je pense, oui. J'ai arrêté, je ne sais pas, un moment où bon, c'était trop prenant, peut-être plus pour des préoccupations professionnelles, à mon avis. Mais bon, ça fait partie de... Et puis après, j'ai pris du recul. Et forcément, on devient aussi... On développe un esprit critique par rapport à tout cela. Forcément, je ne peux pas dire que j'adhère à 100% à tout ce qui était proposé dans le guidisme. J'ai pris du recul, j'ai pris de la distance, j'ai développé un esprit critique. Mais bon, j'ai été forgée par ça, j'ai été formée. Alors, les traditions, le patrimoine martiniquais, vous les avez aussi apportés avec vous quand vous avez créé l'Éclat des Résignés, cette association donc, de seniors, d'aînés, que vous avez créée au Diamant il y a quelques années. On va voir une première photo où là aussi, effectivement, on y retrouve un peu la tradition, le patrimoine, puisque je crois que c'est un atelier de haute taille. Voilà, donc ici, c'était une petite fête qu'on avait organisée donc, au mois de juin, parce qu'il y a une des dames qui partait. Donc, la haute taille, c'est l'une d'ailleurs des adhérentes de l'association qui allait pratiquer au Robert et qui nous a proposé de mettre en place un atelier au Diamant. Donc les animateurs qui sont là d'ailleurs sont du Robert. Ils venaient du Robert jusqu'au Diamant pour nous apprendre la haute taille. On a arrêté un peu pendant la période de la pandémie, mais là on est sur le point de reprendre parce que tout le monde a envie, tout le monde a envie de reprendre. Et ce jour-là d'ailleurs on a dansé avec des musiciens, donc franchement c'est très très riche. La haute taille n'est pas une danse pratiquée beaucoup dans le sud, mais qui gagne beaucoup à être connue parce que voilà, c'est notre patrimoine, quoi. C'est différent du ballet ou d'autres choses, mais avec quand même cette structure quadrille et tout ça. Et donc l'association L'Éclat des Résignés. Alors justement, parlez-nous de cette association, L'Éclat des Résignés du Diamant. Du Diamant, créée en 1900, oui, qu'est-ce que je raconte, en 2008. Oui, donc 14 ans. Voilà. Donc il y avait au départ une association familiale qui regroupait donc les aînés, les familles, etc. Et il y a eu un moment où les aînés ont eu envie de se retrouver, un peu avoir des activités spécifiques. Et donc j'ai été sollicitée à ce moment-là pour créer cette association avec d'autres personnes. On a, bon, bien sûr, on y a réfléchi, on a écrit des statuts. Et donc cette association, je l'ai présidée au tout début, pendant 2 ans. Après, je suis partie travailler en France, donc il y a d'autres personnes qui ont repris, elle a perduré. Donc, les seniors disent souvent, activité de loisirs, de détente, on se retrouve, on sort, on va au cinéma. Et puis, bien sûr, les 2 années de pandémie ont un peu changé la donne. Donc, on s'est retrouvés à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, pendant un certain temps, pas d'activité.
des seniors qui sont résignés, qui restent à la maison, qui n'ont pas envie de sortir. Donc forcément, il fallait les appeler régulièrement. Puis progressivement, quand on a commencé à sortir de la crise, nous avons mis en place un autre type d'activité. Donc des activités plus par petits groupes, plus en extérieur. Et c'est là qu'on a mis en place plein d'ateliers de danse, de Qigong, c'est des exercices de santé, de la gym senior, et puis après on a rajouté la vannerie, la couture. On va voir d'ailleurs une photo de formation aux gestes qui sauvent. Oui. Et pour les personnes d'un certain âge, effectivement, c'est important. Alors, l'année dernière, on avait fait un projet justement à ce sujet, enfin, un projet qui regroupait plus les problématiques de l'habitat. Et ça a été un moment où on a fait, avec une association qui s'appelle Émergence au secourisme, plusieurs ateliers de formation aux gestes qui sauvent. On a fait une prévention de l'AVC, on a fait une formation risque majeur, toujours à l'époque en petit groupe, hein, parce que quand même, il fallait respecter certaines règles. Et donc, je crois que dans le vécu de tous les jours, nous, Martiniquais, c'est encore ça. On a peut-être trop tendance à se dire, bon, il ne va rien arriver. On n'est peut-être pas suffisamment formés. Et nous nous sommes dit que si les seniors sont formés, ils peuvent transmettre, impliquer leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort, qu'on va poursuivre d'ailleurs cette année. Vous comptez plusieurs dizaines de membres Alors, on compte, oui, une bonne soixantaine de membres, on va dire. De tous âges, d'ailleurs, on commence à avoir, puisque l'association a 14 ans, des personnes qui ont passé les 90 ans. Je dois dire aussi que nos activités, puisqu'en ce moment je suis en train de faire le bilan de tout cela, nos activités sont financées en partie par la Ville du Diamant qui nous octroie chaque année une subvention, il faut le dire, et surtout par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui a un volet bien vieillir, donc dans ce cadre-là, qui donc accompagne les associations de seniors dans leurs projets. Forcément, il faut répondre à des appels à projets et on a quand même été subventionné l'année dernière. Cette année, on vient de recevoir aussi une réponse positive. Donc, c'est extrêmement important de savoir qu'on peut avoir des moyens financiers. Sinon, bon, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a pu vraiment mettre en place des activités très variées, très enrichissantes, à moindre coût pour l'adhérent, surtout. Surtout. Ouais. On va avoir une dernière photo, qui est une photo, justement, vous en avez parlé, une photo de vannerie, et c'est une photo qui pour vous est empreinte de beaucoup de symboles. Beaucoup, voilà, parce que ça montre qu'au premier atelier, comme j'ai mon petit bracelet, on a pu déjà réaliser quelque chose. Donc voilà, la créativité et l'occasion d'être en groupe, en équipe, et puis faire des choses qui nous apportent un certain bien-être. Et surtout, pour moi, le symbole ici, c'est cette conjugaison de personnes, en fait, les mains représentent déjà tout ce qui est créatif, tout ce qui est vivant, tout ce qui est créatif. Et là, tout ce qui est union aussi. Tout ce qui est uni surtout. Donc, une valeur de solidarité, forcément, de se mettre en commun pour faire les choses. Puis surtout que travail de longue haleine. Il ne faut pas croire qu'au jour au lendemain, on arrive à tout réaliser. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est progressif, qu'on essaie de mettre en place progressivement, mais à fond. Ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, on fait un travail, voilà, on progresse, mais ensemble. Donc, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, les valeurs de vie en équipe. On n'est jamais seul quand on est en association, et c'est ce qui est enrichissant. Donc là, c'est vraiment un symbole très fort pour moi de personnes qui se mettent ensemble pour réaliser des choses magnifiques. Vous êtes quasiment toujours, Marie-Louise Mostor, mise au service des autres. Quand on regarde bien votre parcours, vous avez à la fois dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre des scouts et des guides de France, ensuite maintenant dans le cadre de l'association L'Éclat des Résignés. C'est un besoin de servir les autres. Je me dis que c'est ma vie, c'est ma vie, je ne me pose pas trop de questions dessus, c'est venu progressivement. Oui, c'est ma vie et je me suis beaucoup enrichie aussi, hein, parce que forcément... Enrichie spirituellement et humainement. Culturellement et spirituellement, culturellement, pas forcément financièrement. Ah, ça, pas du tout. C'est pas là qu'on s'enrichit dans la vie associative, pas du tout. Au contraire, on donne beaucoup de soi. Mais vraiment, c'est une source d'enrichissement. On donne et on reçoit. On s'enrichit beaucoup au contact des aînés, d'ailleurs. Il y a une espèce de sagesse qui se développe. Il y a une façon positive de voir les choses. Avec les aînés, on est toujours dans l'humour,
voilà, là, on invente, on crée, on fait des choses ensemble, on rigole et ça, c'est fou, quoi. Puis c'est plein de sagesse surtout, hein, plein de sagesse. On sait qu'une de vos passions, donc, ce sont les voyages. Vous avez Oui. tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez retourner en Scandinavie. C'est l'un de mes rêves, Voilà. voilà. Mais voilà, pour moi, c'est surtout l'opportunité de continuer à voyager, continuer à m'ouvrir sur l'extérieur, sur le monde. J'aime les grands espaces, j'aime rencontrer les gens, même si c'est les deux extrêmes chez moi. Ma petite maison à la campagne, mais aussi la possibilité de m'ouvrir sur l'extérieur. Voilà. En dehors de la Scandinavie, qu'est-ce que vous auriez voulu, quel pays, quel territoire vous auriez voulu découvrir encore? Mais en fait, pendant longtemps, j'ai voulu aussi aller en Afrique du Sud. Donc ça, c'est encore dans un petit coin de mes pensées. On verra. Oui. Oui. Et vous êtes encore jeune, vous êtes une jeune retraitée, vous avez d'autres projets, d'autres objectifs? Alors, en ce moment, très impliquée sur tout ce qui est, on va dire, autonomie alimentaire. Bon, c'est un vaste projet, c'est peut-être même une gageure. Ça fait partie des défis que nous Voilà, devons relever en Martinique. exactement. Donc, je pense que je vais mettre en place bientôt des activités dans ce sens. Tout ce qui concerne voilà, le jardin créole, le jardin bocaille, enfin, jardin partagé, etc. Donc, tout ce qui peut permettre de s'alimenter correctement chez soi, dans une certaine mesure. Et puis, donc, pour l'association, j'ai aussi la préoccupation de prévoir des choses peut-être plus adaptées à ce qu'on appelle les grands seniors, donc ceux qui ont plus de 90 ans. Parce que finalement, cette année, on a mis beaucoup en place d'activités pour des personnes dynamiques, actives, mais il y a aussi cette tranche de la population qui est encore bien vivante, hein, bien concernée. Des personnes, voilà, il y en a une qui me disait dernièrement, pourquoi nous pourrions faire un thé dansant? Un thé dansant, voilà. Donc, là, depuis quelques semaines, j'essaie de me pencher plus sur cette génération-là, les plus de 90 ans, quoi leur apporter, comment faire, travailler avec la ville, parce qu'il y aura des questions de déplacement, travailler avec le CCAS de la ville pour pouvoir poursuivre l'action, mais l'étendre davantage. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Louise Mostor, d'avoir retracé avec nous pendant plus de 50 minutes votre parcours. Merci. Encore une fois, vous êtes quelqu'un de discret, mais vous avez accepté de vous confier, et pour ça, je vous remercie. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est vraiment un privilège. Et voilà. Merci pour l'association L'Éclat des résignés, surtout. Voilà, on se retrouvera certainement pour parler de l'Éclat des résignés ou d'autres sujets qui vous préoccupent. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, chers Ditata. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission C'est Affaires Nous. Très bonne soirée ou très bonne journée.